Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé du CAPES externe mathématiques 2015 épreuve 1. Première question, z égale a plus ib implique que module de z égale racine d'A2 plus V2 supérieur ou égal à racine de A2 égale valeur absolue de A égale partie réelle de module, enfin valeur absolue de partie réelle de z. Donc on a bien partie réelle de z en valeur absolue qui est inférieure ou égale au module de z. Et on remarque au passage que le module de z est égal à la valeur absolue de la partie réelle de z si et seulement si on a ça, c'est-à-dire b égale 0. D'accord? Ce qui équivaut à dire que z appartient à R. Et qu'on a un module de z égale partie réelle de z, si z appartient à R, mais est positif, parce qu'évidemment, le module il est positif. Deuxième question. Bon, c'est évident, hein, je vous laisse lire le texte. Donc ça, on développe, hein, d'accord? Et on remarque que ça, c'est deux parties réelles de Z1 bar, Z2, parce que le conjugué de celui-là, c'est celui-là. Donc c'est inférieur ou égal à ça, puisque deux parties réelles de ça, c'est inférieur ou égal à 2 fois la valeur absolue, bien sûr, et donc ça va être inférieur ou égal à ça. L'autre, quand on développe, il est égal à ça. Et oui, parce que là, je devrais mettre, enfin, ça, c'est égal à ça, puisque module de Z1 égale module de Z1 bar. Mais la valeur absolue de la partie réelle de Z1, Z2 bar est inférieure ou égale au module de Z1, Z2 bar, donc ça va être inférieur ou égal à ça, et donc ça. Égalité, on sait que c'est quand la partie réelle, enfin, on voit, hein, l'égalité, ça va être évidemment si ça est égal à ça, d'accord? Et donc ça équivaut à dire que Z1 bar, Z2 est égal à lambda appartient à R+. Et comme Z1 est différent de 0, donc cette égalité implique que Z2 égale lambda sur Z1 bar, ce qui fait lambda Z1 sur Z1 bar au carré, et ça c'est positif, donc ça fait A Z1 avec A réel positif réciproquement. Si Z2 égale A Z1 avec A réel positif, alors Z1 bar Z2 est égal à A Z1 bar, je remplace Z2 par A Z1, donc ça fait A Z1 bar au carré, ça appartient à R+, donc dans ce cas-là, d'après ce qu'on avait dit avant, il y a bien l'égalité. Z2 égale lambda Z1 avec lambda qui appartient à R+, ça équivaut à Z2 sur Z1 qui appartient à R+, donc l'argument de Z2, ça équivaut à dire, quand un nombre complexe appartient à R+, et qu'il est non nul, ça équivaut à dire que son argument est nul, E0 de pi, donc l'on a ça. Donc argument de Z1 égale argument de Z2. Ensuite, c'est une récurrence sur n, si n égale 1, c'est évident, si n est égal 2, on l'a démontré, supposons que ça soit vrai à l'ordre n, donc module de cette somme, c'est module de ça, avec z égale ça, donc inférieur ou égal à module de z plus module de zn plus 1, mais on a l'hypothèse de récurrence qui nous dit que ça, c'est inférieur ou égal à ça, et donc on a le résultat qui est vrai à l'ordre n plus 1, donc par récurrence, toujours vrai. Le cas d'égalité, elle est automatique dans le cas n égale 1, et pour le cas n égale 2, on a vu qu'il y a égalité si z2 est égal à lambda z1. Supposons la propriété vraie à l'ordre n, reprenons le z ici, on a module de cette somme qui est égal à module de z plus zn plus 1, inférieur ou égal à ça, inférieur ou égal à ça, et pour que ça soit égal à ça, il faudra qu'il y ait une égalité ici et une égalité ici. D'accord? Voilà. Donc, alors, dans le cas où z est différent de 0, parce que là, si z est différent de 0, j'aurais dû le mettre, eh bien, je vais avoir zk, pour avoir ça, il faut que zk soit égal à lambda k z1, quel que soit k lambda n, et pour avoir l'autre, il faut que zn plus 1 soit égal à lambda z, d'accord? Avec lambda appartenant à R+. Et à ce moment-là, lambda z, ça va faire ça. Donc ça va faire lambda facteur de 1 plus, etc. Mais tout cela sont positifs, donc ça appartient bien à R+. Le cas z égale 0,
à ce moment-là, dans cette égalité, on va avoir ça qui fera 0. Donc tous les ZK seront nuls, donc c'est impossible. Voilà. Donc maintenant, il me reste à voir la réciproque. On vient en fait de prouver par récurrence que la propriété qui dit que si on a ça, alors on a ça, est héréditaire. Si elle est vraie à l'ordre n, elle est vraie à l'ordre n plus 1. Comme elle était vraie à l'ordre 1 et à l'ordre 2, elle est toujours vraie. Par le théorème de récurrence. Réciproquement maintenant, si pour chaque ZK, si chaque ZK est de la forme lambda k z1 avec lambda k qui appartient à R+, alors le module de la somme des ZK va être égal au module de Z1 fois la somme des lambda k. Et comme eux, ils sont positifs, on peut les sortir, ça fait somme des lambda k multiplié par module de Z1. Et la somme des modules de ZK, c'est la somme des modules des lambda k Z1. Et comme les lambda k sont positifs, c'est la somme des lambda k Z modules de Z1. Et donc, en factorisant le module de Z1, ça nous fait ça, et je retrouve ce résultat, ce qui veut dire que il y a bien l'égalité. Interprétation, eh bien, comme tout à l'heure, argument de ZK est égal à... Ils ont tous le même argument. Voilà, argument de ZK égale argument de Z1, quel que soit K allant de 1 à N. Donc le grand B et grand 1, eh ben, comme exemple, on prend ZK est égal à exponentielle I de pi fois K sur N. Hein, j'écris 2 I K pi sur N. Bon, c'est différent de 0, hein, c'est une exponentielle. Pour K allant de 1 à N, sont 2 à 2 distincts, donc les AK aussi. Pourquoi sont-ils 2 à 2 distincts? Parce que les arguments, qui sont ceux-là, je les ai mis en ordre croissant, modulo de pi, sont 2 à 2 distincts. Et par ailleurs, la somme des ZK, alors le dernier, hein, c'est exponentielle 2i c'est pareil que exponentielle 0. Donc là, je peux commencer là, jusqu'à K égale N-1. Donc ça fait cette somme, hein, et cette somme, c'est une série géométrique, hein, ça nous fait ça, et donc 0, puisqu'exponentielle 2i pi est égal à 0. De toute façon, c'est un résultat qui est bien connu, ça. La somme des racines de l'unité. Comme module de ZK est égal à 1, quel que soit K, et que somme de ZK est égale à 0, somme des ZK sur 1 est égale à 0, bien sûr. Les AK ne sont pas alignés parce qu'ils sont plus que 3 et ils sont tous sur le cercle de rayon 1. Voilà. Grand 2, petit 1, donc UK égale ZK sur module de ZK. Le module de ZK, il appartient à R, R+. Hein. Et UK bar, le conjugué de UK va être égal au conjugué de ZK sur module de ZK, puisqu'il appartient à R. Donc la somme des UK bar facteur de Z moins ZK est égale à Z. Alors, quand je le développe, ça fait Z somme des UK bar moins somme des UK bar. Alors UK bar, j'écris ZK bar sur module de ZK, ZK. Ça fait Z module de ZK au carré. Donc divisé par ZK, c'est module de ZK. La somme ici des U, ça, somme des conjugués, c'est conjugué de la somme. Alors la somme des UK est égale à 0. Donc ça vaut 0. Donc il ne reste plus que ça. Voilà. Petit 2, donc ce que je viens de démontrer, c'est que ça est égal à ça. Somme de 1 à n des modules de ZK est égale à module, oui, si je mets moins, ça ne change rien. Donc un module de moins somme des ZK, parce que là j'ai des nombres positifs, je prends leurs opposés, donc la somme des modules doit être égale à ça. Hein. Donc, c'est égal à somme des UK bar facteur de Z moins ZK, de 1 à N, on prend le module, et c'est inférieur ou égal à, alors ça on l'a démontré, hein, c'est l'inégalité triangulaire, à ça, et ça, c'est égal à la somme des... c'est la somme des modules. Hein. Module de UK qui fait 1 fois module de Z moins K. Donc ça fait des Z moins ZK. Donc ça fait la somme des modules de Z moins ZK. Et donc j'obtiens ça. Et pour avoir l'égalité, il faut ici avoir l'égalité. Donc égalité, c'est seulement si, égalité dans 1, c'est-à-dire ça. Alors si Z n'est pas un ZK, alors cette égalité, elle a lieu, on l'a démontré, quand UK bar facteur de Z moins ZK est égal à U1 bar
facteur de z moins z1 multiplié par lambda k, où lambda k est un réel positif, quel que soit k allant de 1 à n. Alors, la somme de 1 à n des uk bar z moins zk, c'est moins la somme des zk, donc c'est négatif. D'accord? Donc ça veut dire que la somme de ces trucs-là va être un réel négatif. Alors la somme de ces trucs-là, ça fait quoi? Ça fait u1 bar z moins z1 fois lambda, lambda étant la somme des lambda k, et il doit être négatif. Donc ça veut dire que u1 bar facteur de z moins z1 est un réel négatif. Mais alors, uk bar facteur de z moins zk qui est égal à lambda k, et là il est positif multiplié par un réel négatif, c'est un réel négatif. Voilà, quel que soit k allant de 1 à n. Alors réciproquement, si uk bar facteur de z moins zk est un réel négatif, quel que soit k allant de 1 à n, alors module de cette somme, j'ajoute que des nombres réels négatifs, c'est pareil que la somme de 1 à n, hein, puisqu'ils ont tous le même signe. Hein. Ce genre d'égalité, je peux l'écrire parce qu'ils ont tous le même signe. Hein. Et donc, ça me fait somme de 1 à n des modules de uk facteur de z moins zk. D'accord? Et donc, ça me donne l'égalité ici. Et donc, ça me donne l'égalité dans étoile. Voilà. Et donc, c'est gagné. Alors, il ne me reste plus qu'un cas à voir, c'est le cas où z est l'un des zk. On se penche donc sur le cas où z est l'un des zk. Donc, c'est forcément un seul des zk, puisqu'ils sont tous deux A2 distincts. Donc, il existe un unique i tel que z égale zi. À ce moment-là, la somme de 1 à n des uk bar facteur de z moins zk, ben, comme il y en a un, z moins zi, qui fait 0, c'est la somme pour k différent de i des uk facteur de z moins zk. Et la somme de 1 à n des modules des uk bar z moins zk, ben, ça va être aussi, puisqu'il y en a un qui est nul, la somme pour k différent de i. La suite de la démonstration est identique, mais on l'a fait, on n'a pas le k égale i. Donc on a fait on remplace les sommes de 1 à n par des sommes de k différents de i. Et donc on a ça, quel que soit k différent de i. Et la réciproque est identique, c'est-à-dire que si on a ça, quel que soit k différent de i, ben on remarque que 8 bar facteur de z moins i, zi est égal à 0, forcément, parce que ça fait 0. Et puis que le module de somme de 1 à n des uk bar facteur de z moins zk, bah c'est du coup le module pour la somme de k différent de i, puisqu'il y en a un qui est nul. C'est donc égal à la somme, c'est ça qui est identique dans la suite de la démonstration, c'est la somme pour k différent de i des modules des uk facteur de z moins zk. Et donc, comme là-dedans il y en a un qui est nul, ça fait la somme de 1 à n des modules des uk facteur de z moins zk. Et donc, ça nous donne l'égalité dans 1 et dans étoile. Conclusion, on a l'égalité si et seulement si. Quel que soit k égale 1 jusqu'à n, uk bar facteur de z moins zk appartient à R-. En fait, ils appartiennent à R étoile moins, comme on l'a vu avant, sauf éventuellement pour un i dans le cas où z serait égal à zi. Petit 4, quel que soit k donc allant de 1 à n, uk bar facteur de z moins zk appartient à R-, donc uk bar, je développe z moins zk bar zk sur module de zk appartient à R-. Ça, c'est module de zk au carré, donc il va rester module de zk. D'accord? Donc ça nous fait que ça appartient à R- et ça appartient à R, donc ça appartient à R. Donc, puisque ça appartient à R, z va être égal uk bar z appartient à R, donc on va dire que uk bar z est égal à ak, d'accord? Donc ça, je vais dire que c'est égal à ak, et je divise par uk, ak qui appartient à R, et je divise par uk bar, je peux, parce que uk est différent de 0, et ça fait que z est égal à ak sur uk bar, ak appartenant à R, et donc ça va être égal à ak uk sur module de uk au carré. Mais comme ça vaut 1, ça fait ak uk. Supposons que z soit différent de 0, alors lambda k, alors c'est pas lambda k, c'est ak est différent de 0, hein, forcément,
parce que sinon z sera égal à 0, et argument de z va être égal à l'argument de uk plus kpi, parce que ça c'est un réel, donc suivant le signe de ak, si ak est positif, ça fera argument de uk plus 2 kpi, et sinon ça fera argument de uk plus pi plus 2 kpi. Donc argument de z est égal à argument, oui, alors l'argument de z c'est l'argument de uk, mais l'argument de uk c'est l'argument de zk, puisque uk c'est zk divisé par un nombre positif, hein, la module de zk. Donc c'est argument de zk plus kpi. Donc ça veut dire quoi ça, et ça quel que soit k. Donc ça veut dire que les arguments de zk, ils sont tous égaux à l'argument de z plus kpi. Donc en fait, les mk vont tous être alignés sur une droite qui passe par O. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible parce que ça fait, dans nos hypothèses, les mk ne sont pas alignés. Donc z est égal à 0. Et parce que j'avais supposé z différent de 0. Donc dans ce cas, alors c'est pas MK en fait, c'est AK qu'on les a appelés des points. Voilà. Donc dans ce cas, eh bien, puisque z est égal à 0, ça fait ce truc-là, ça va être égal à moins UK bar, c'est-à-dire zk bar zk sur module de zk, c'est-à-dire moins module de zk. Et ça appartient bien à R-. D'accord ? Donc, quel que soit k allant de 1 à n, donc ça me donne l'égalité en étoile. Donc, conclusion, l'égalité dans étoile, ça équivaut à dire que z est égal à 0. Donc, petit 5, la somme des m à k, ben, ça va être la somme de 1 à n des modules de z moins zk. Z, c'est l'argument de m. Donc, c'est supérieur ou égal à la somme de 1 à n des modules de zk. Et ça, cette valeur, elle va être prise. Elle va être prise, ben, on sait que il y aura l'égalité si et seulement s'il y a cette égalité, c'est-à-dire en z égale 0, ce qui équivaut à dire que m est égal à 0. Donc le minimum est atteint en un unique point qui est m égale 0, enfin m égale O, plus exactement, hein, et d'affixe 0, et d'affixe les coordonnées 0, 0, enfin d'affixe complexe nul, quoi. Et il est égal donc, ce minimum, à somme des modules de zk. C'est-à-dire en fait somme de 1 à n des longueurs O, A, K. Partie C, question C1, bah, c'est le dessin, donc avec A, B, C et les 3 triangles équilatéraux où on voit bien qu'effectivement A, A', B, B' et C, C' sont des droites concurrentes en un point qu'on appelle oméga, mais ça on n'a pas à le démontrer. Question C2, la rotation de centre A et d'angle pi sur 3, c'est comme ça que je la note. Envoie le point C en B', donc B' moins A est égal à exponentielle pi sur 3 facteur de C moins A, et donc B' est égal à ça. Idem avec la rotation de centre A et d'angle toujours pi sur 3 qui envoie C' à B', donc on a ça. Question C3, B' moins B' sur C' moins sur C moins C', bah, je fais ça moins ça, hein, et puis j'obtiens facilement exponentielle pi sur 3. Donc son module est 1, il faut bien voir ce que ça signifie ça. Hein. Ça signifie que BB' divisé par CC' est égal à 1. C'est ça que ça signifie. Hein. Et puis dire que son argument est égal à pi sur 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que ça c'est l'argument de B'B sur CC', c'est l'angle que fait C'C, hein, que ça fait C moins C', avec BB'. Et ça me donne B' moins B. Question C4. Oméga B, oméga C, l'angle est égal, alors tout ça c'est modulo de pi, hein, est égal, alors c'est égal à ça parce que oméga B, oméga C,
c'est égal, ah oui, oméga B, c'est pareil que, je peux remplacer ça par un vecteur, par le vecteur B'B, parce qu'ils vont dans le même sens. D'accord? Parce que oméga est entre B' qui est extérieur au triangle, et oméga est à l'intérieur du triangle. D'accord? Voilà. Donc, et il est à l'intérieur de ce côté, parce qu'il n'est pas de l'autre côté, puisqu'il est là, il y a un demi-plan, il y a deux demi-plans qui sont limités par la droite AC. B' est dans un des demi-plans, oméga il est dans le triangle dans l'autre demi-plan, et B est aussi dans l'autre demi-plan. Donc en fait, BB', le vecteur B'B, pardon, et le vecteur oméga B vont dans le même sens. Idem pour oméga C et C'C. D'accord? Oméga C et C'C. Donc on a ça. Donc ça fait argument de C moins C' divisé par B moins B', c'est-à-dire l'opposé de l'argument de C moins C' sur B' moins B, hein, parce que moins B' moins B, c'était B moins B', donc c'est pi plus l'argument de C moins C' sur B' moins B. Ça, c'est l'inverse de ça. Donc l'argument, au lieu d'être exponentiel pi sur 3, il va être exponentiel de... C'est l'argument d'exponentiel moins pi sur 3. Donc c'est moins pi sur 3. Donc tout ça, c'est à 2 cas pi près. Hein. Donc ça fait 2 pi sur 3 modulo 2 pi. De même, oméga C, oméga A est égal à oméga A, oméga B égale 2 pi sur 3. Question C5. La norme de vecteur oméga A qu'on a divisé par oméga, donc c'est un vecteur unitaire, ça fait 1. Et j'appelle alpha l'angle qui est fait par, que fait ce vecteur-là avec l'axe OX. Donc OX oméga A est égal à alpha. Donc, parce que évidemment, je peux ça c'est un nombre positif, donc je peux l'enlever. Et donc ça fait que A moins oméga divisé par A moins oméga, je prends le vecteur unitaire, est égal à exponentielle I alpha. Oméga C oméga A est égal à 2 pi sur 3. Donc l'angle que fait oméga A avec OX, j'applique Chal, moins l'angle que fait oméga C avec OX est égal à 2 pi sur 3. Et comme celui-là, OX vaut alpha, je vais passer ça de l'autre côté, j'obtiens que que OX oméga C est égal à alpha moins 2 pi sur 3. Toujours modulo 2 pi. D'accord? Voilà. Donc cet angle-là fait 2 pi sur 3. Et donc ça veut dire quoi ça? Parce que ça c'est un vecteur unitaire, ça veut dire que C moins oméga sur norme de sur module de C moins oméga est égal à exponentielle I alpha moins 2 pi sur 3. Celui-là toujours Chal, d'accord? Donc OX oméga B moins OX oméga A. OX oméga A ça vaut alpha, donc celui-là est égal à alpha plus 2 pi sur 3. Et donc j'obtiens que B moins oméga sur module de B moins oméga égale exponentielle de I, parce qu'il est unitaire, c'est pour ça qu'il met l'exponentielle. Hein. Alpha plus 2 pi sur 3. Alors maintenant, si je prends cette somme de vecteurs à la pouvoir fixe, Z égale exponentielle I alpha plus exponentielle I facteur de alpha moins 2 pi sur 3 plus exponentielle I alpha plus 2 pi sur 3. Donc exponentielle I alpha va être facteur de 1. Celui-là, bah, je peux lui rajouter 2 pi, c'est pareil que 4 pi sur 3. Donc je mets ce... Oui, alors je mets d'abord ça, mais ensuite je remplace ça par ça. Voilà. Et donc là, j'ai une série, j'ai une suite géométrique. 1 plus ça au carré. D'accord? Donc ça va me faire 1 moins exponentielle 3 fois ça sur 1 moins ça, parce que ça n'est pas égal à 0. Et comme ça, c'est exponentielle de 2i pi, ben ça fait 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, cette somme de vecteurs est égale à vecteur nul. 4, on choisit O égale oméga comme centre du plan complexe, et n égale 3, en prenant pour A1, A2, A3 les points A, B, C, 2 A2 distincts.
et tous différents de l'oméga, donc de haut, ils sont non alignés, et en plus, je viens de démontrer qu'ils vérifient ça. D'accord? En prenant Z1, la fixe de A, Z2, la fixe de B, et Z3, la fixe de C. Donc, je sais, d'après la question précédente, que MA plus MB plus MC a son minimum en un unique point, qui est O, ben ici, O c'est oméga. Voilà, c'est oméga. Donc ici, si je prends un point M quelconque, et que je fais MA plus MB plus MC, eh bien, la somme de ces longueurs-là sera minimale quand M sera égal à oméga. À ce moment-là, ça fera oméga A plus oméga B plus oméga C. Problème 2, question A1. Si je prends A positif, comme UN n'est pas majoré, il existe N appartenant à N, tel que U grand N est supérieur ou égal à A. Et comme UN est croissante, pour N supérieur ou égal à N, on aura UN supérieur ou égal à U grand N, donc à A. Donc, quel que soit A positif, il existe N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à N implique UN supérieur ou égal à A. Donc, la limite de UN en plus infini est égale à plus infini. Question A, grand 1, petit 2, UN est croissante majorée par N, donc UN est inférieur ou égal à M, quel que soit N appartenant à N. On considère delta l'ensemble des UN. C'est une partie de R non vide majorée, donc elle a une bande supérieure grand L. Grand L, c'est un nombre réel inférieur ou égal à M, et c'est donc un majorant de delta, soit epsilon positif. Il existe N appartenant à N, tel que UN est entre L moins epsilon et L, parce que ça, c'est strictement inférieur à L. Ça vient du fait que L est la bande supérieure. La suite UN est croissante, donc N supérieur ou égal à N implique que U petit n est supérieur ou égal à U grand N. Mais U petit n appartient à delta, qui est majoré par N, on l'a dit, donc UN est inférieur ou égal à L. Donc pour N supérieur ou égal à L, j'ai UN qui est plus grand que UN, mais UN est plus grand que L moins epsilon, et UN est inférieur ou égal à epsilon, à L. D'accord, parce que L était un majorant. Donc quel que soit epsilon positif, il existe N appartenant à N, tel que N supérieur ou égal à N implique ça, donc implique ça. Donc limite de UN en plus infini est égale à grand L, et la suite est convergente, parce que L est un nombre L. Petit 3, on vient de voir que si UN est croissante, soit elle est majorée, alors elle est convergente, soit elle n'est pas majorée, elle est divergente. Autrement dit, on pourrait dire que quand une suite est croissante, elle est convergente si et seulement si elle est majorée. Donc, si UN est une suite décroissante, si elle est minorée par A inférieur ou égal à UN, quel que soit N. Alors la suite Vn des opposés, c'est-à-dire de moins UN, va être croissante, majorée par moins A. Vn inférieur ou égal à moins A, quel que soit N. Donc Vn est convergente, donc UN égale moins Vn va être convergente aussi. Si UN n'est pas minorée, alors Vn égale moins UN est croissante, mais ne sera pas majorée, parce que si elle était majorée, UN qui est égal à moins Vn serait minorée. Donc la limite de Vn est égale à plus l'infini, donc UN qui est l'opposé, la limite de UN est égale à moins l'infini. Donc divergente, donc conclusion, c'est que si UN est décroissante, alors UN converge si et seulement si elle est minorée. Grand 2, petit 1, le dessin qu'on demande, c'est celui-là. On fait apparaître des rectangles de largeur 1, on commence à 1 et on va jusqu'à N1. Et on voit que N qui est égal à 1 plus 1,5 jusqu'à 1 sur N, c'est l'aire de toute cette partie qui est assurée. Alors donc il y a le dernier, c'est les rectangles qui sont assurés, ça dépasse la courbe. 2A, A2N moins AN, c'est la somme de 1 à 2N moins la somme de 1 à N. Donc ça fait 1 sur N plus 1 sur N plus 2 jusqu'à 1 sur N plus N. Il y a N termes, tous plus grands que celui-là, donc ça va être supérieur ou égal à N fois 1 sur 2N égale à 1,5. Si AN, question 2b, était convergente, alors la limite de A2N serait égale à la limite de AN serait égale à L, donc la limite de A2N moins AN en plus l'infini serait égale à 0, mais A2N moins AN est toujours supérieur ou égal à 1,5, donc quand on passe à la limite, ça nous ferait 0 supérieur ou égal à 1,5, ce qui est faux. Donc AN est une suite divergente. Question 3a, sur ce segment-là, 1 sur t est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k, puisque la fonction 1 sur t
est décroissante, 1 sur t est continue, donc intégrable sur 1 sur n, et donc sur tout segment k, k plus 1. Et sur k, k plus 1, je vais intégrer 1 sur t. Donc, comme on a ça, eh bien, l'intégrale de 1 sur k plus 1 entre k et k plus 1, ben ça c'est une constante, donc c'est 1 sur k plus 1 fois k plus 1 moins k. Et puis pour celle-là, c'est 1 sur k fois k plus 1 moins k. Et donc j'obtiens 1 sur k plus 1 inférieur ou égal à somme de 1 sur t entre k et k plus 1. Ça fait en fait ln de t, hein, entre k et k plus 1, quand on intègre, inférieur ou égal à 1 sur k. D'accord? Et ça, c'est quel que soit k appartenant à n étoile. Voilà, donc petit b, bah maintenant si je fais la somme de ces trucs-là, quand k varie de 1 à n-1, pour n supérieur ou égal à 2, eh bien je vais obtenir que ça va être somme des 1 sur k plus 1, donc de 1 à n-1, inférieur ou égal à somme de ces intégrales de k à k plus 1 entre 1 et n-1, inférieur ou égal à la somme des 1 sur k entre 1 et n-1. Ça nous fait quoi? Ben, ça commence à 1 sur 2 plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n. Donc il manque que le premier terme 1 qu'on enlève, 1 sur 1. Donc ça fait an-1. Inférieur ou égal, là c'est intégrale de 1 à 2 plus intégrale de 2 à 3. Et puis ça finit par intégrale de n-1 à n. Donc c'est l'intégrale de 1 à n de 1 sur t dt. Alors ça s'intègre par ln de t entre 1 et n, ça fait ln de n moins ln de 1 qui vaut 0, donc ça fait ln de n. D'accord? Et puis c'est inférieur ou égal, alors ça fait quoi? C'est 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur n moins 1. D'accord? Donc c'est an-1, mais an-1 est inférieur, je peux lui rajouter 1 sur n, hein. C'est inférieur ou égal à n, hein, parce que la suite à n est croissante évidemment. Donc j'obtiens que an, quand je lui enlève 1, parce que ça c'est l'indice n-1, pas ça, ça c'est an privé de 1, moins 1. Donc ça fait an moins 1 inférieur ou égal à ln de n, inférieur ou égal à n, quel que soit n appartenant à n étoile. 2, 3c, an-1 est inférieur ou égal à ln de n inférieur ou égal à n, quel que soit n supérieur à 1. C'est même supérieur ou égal à 1, mais là je vais prendre supérieur à 1 parce que je vais diviser. Donc ln est positif et donc je vais avoir cet encadrement. Et donc en faisant passer 1 de l'autre côté, ben, j'obtiens que an sur ln-1 est positif. Et puis ici, j'obtiens qu'il est inférieur ou égal à 1 sur n. La limite de ln est égale à ln de n est égale à plus l'infini en plus l'infini. Donc la limite de 1 sur ln de n est égale à 0. Donc d'après le théorème de Gendarme, puisque ça tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc limite de an sur ln moins 1 est égale à 0. Donc limite de an sur ln est égale à 1. Donc an est équivalent à ln de n. Bn égale à n moins ln de n est positif parce que ln est inférieur ou égal à n. Bn plus 1 moins Bn est égal à an plus 1 moins ln plus 1 moins ln moins an moins Bn, donc moins an plus ln. Voilà. Bn plus 1 moins Bn est donc égal à 1 sur n plus 1. Ah oui, parce qu'à n plus 1 moins an, on a rajouté le terme 1 sur n plus 1 à n. Donc ça fait 1 sur n plus 1. Plus ça, mais 1 sur n plus 1, on l'a démontré, on a ça. D'accord? Et ça, c'est ça. C'est ln de n plus 1. Moins ln de n. Donc ça me donne que 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à ça, donc 1 sur n plus 1 moins ln plus 1 plus ln est inférieur ou égal à 0. Et c'est ce que j'ai ici. 1 sur n plus 1 plus ln moins ln de n plus 1. C'est bn plus 1 moins bn. Donc ça me donne ça que bn plus 1 moins bn est inférieur ou égal à 0, autrement dit que bn plus 1 est inférieur ou égal à bn quel que soit n. Et donc la suite bn est décroissante, minorée par 0. Elle est minorée par 0 parce que j'ai dit qu'elle était supérieure ou égale à 0. Donc elle est convergente.
B1, question 1a, Vn égale 1 sur n, somme des UK de 1 à n, quel que soit n appartenant à une étoile, si on suppose limite de un égale à 0. Alors, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la valeur absolue de un est inférieure ou égale à epsilon, c'est-à-dire que un est entre moins epsilon et epsilon. Pour n supérieur ou égal à n0, il faut mieux même d'ailleurs de prendre supérieur strictement, parce que sinon, il n'y a rien ici. Ça fait Vn égale 1 sur n, somme de 1 à n0 des UK, plus somme de n0 plus 1 à n, 1 sur n de somme de n0 plus 1 à n des UK. Mais pour k supérieur ou égal à n0, donc pour k supérieur ou égal à n0 plus 1, eh bien UK est entre moins epsilon et epsilon. Et ici, ça fait quoi? Ça fait n moins n0 termes, hein, qui vont tous être compris entre moins epsilon et epsilon. Donc la somme de ça, ça va être compris entre ça et ça. D'accord? Et donc entre ça et ça. Et qu'est-ce qui va me... Donc la somme, oui, donc Vn qui est égal à ça va être compris entre cette somme-là sur n moins epsilon et cette somme-là sur n plus epsilon. D'accord? Voilà. Alors, si je prends un epsilon positif, il existe n0 tel que 1 sur n tel que pour n supérieur ou égal à n0, 1 sur n, somme de 1 à n0 des UK moins epsilon sur 2, c'est-à-dire, je prends un epsilon, mais j'applique le résultat précédent avec epsilon sur 2. D'accord? Et donc ici, c'est epsilon sur 2. La limite de A sur n, en plus infini, est égale à 0. Donc, il existe un rang à partir duquel on a A sur n en valeur absolue qui est inférieur ou égal à epsilon. Ce rang, évidemment, je peux en particulier le prendre supérieur ou égal à n0. Donc, et je l'appelle n1. Donc, pour n supérieur ou égal à n1, j'ai ça. D'accord? Ce qui va me permettre de dire que ce truc-là, c'est plus grand que moins epsilon et plus petit que epsilon. Donc en fait, Vn va être entre moins epsilon sur 2, moins epsilon sur 2, et epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Donc entre moins epsilon et epsilon. Et donc, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la valeur absolue de Vn est inférieure ou égale à epsilon, donc la limite de Vn en plus infini égale 0. Si la limite de un maintenant en plus infini est égale à L, ben je prends une suite Wn égale un moins L, comme ça elle tend vers 0. D'accord? Limite de Wn en plus infini est égale à 0. J'applique le résultat précédent à Wn. Donc au lieu de l'appeler Vn, j'appelle V'N égale 1 sur n, somme de 1 à n des Wk. J'ai vu précédemment que la limite de V'N en plus infini égale 0. Vn, c'est la 1 sur n, somme de 1 à k des UK. Mais chaque UK est un WK plus L. Donc est égal à 1 sur n, somme de 1 à n de L plus WK. Alors je vais séparer en somme des L plus somme des WK. Somme des L, ben, il y en a n et c'est divisé par n, donc ça fait L. Plus 1 sur n, somme de 1 à n des WK. Bon, ça, ce truc-là, c'est V'N, donc ça fait L plus V'N qui tend vers 0. Donc ça tend vers L. Donc la limite de Vn est égale à grand L. Grand 2 petit a, x1 égale 1 et xn plus 1 égale xn facteur de 1 plus xn sur 1 plus 2xn pour n appartenant à une étoile. X2 est donc égal à 2 tiers et donc il est entre 0 et 1. On suppose que la propriété qu'on veut démontrer, c'est-à-dire ça est vrai à l'ordre n, pour n supérieur ou égal à 2. On peut étudier ça, on peut aussi faire autrement, mais on peut étudier ça, cette fonction, dont la dérivée est égale, donc on fait u'v moins uv' sur v2, là, et on trouve ça, et donc discriminant négatif, on voit que ça c'est toujours positif. Donc la fonction est croissante entre 0 et 1. Et comme en 0 elle vaut 0 et qu'en 1 elle vaut 2 tiers, eh bien on voit que f de x va être entre 0 et 1.
Et donc f de un, c'est-à-dire un plus 1 qui est égal à f de un, puisque un est entre 0 et 1, eh bien va être entre 0 et 2 tiers, donc compris entre 0 et 1. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc elle est vraie à l'ordre 1 et elle est héréditaire. Donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Oui, vrai pour n égale à 2. Xn plus 1 moins Xn, bon, je vous laisse vérifier le calcul, donc c'est négatif, donc la suite est décroissante. Alors Xn est donc minoré par 0, hein, X1 est égal à 1, et n supérieur ou égal à 2 implique que Xn est entre 0 et 1, donc, et elle est décroissante, donc elle est convergente de limites comprises entre 0 et 1. Xn plus 1 est égal à ça. Donc à la limite, L égale L, facteur de 1 plus L sur 1 plus 2L, qui nous donne, je vous laisse vérifier le calcul, L2 égale 0, donc L égale 0, donc elle converge vers 0. Question 4, 1 sur Xn plus 1 moins 1 sur Xn. Alors j'ai le droit d'écrire, hein, puisque Xn est toujours supérieur à, tous les Xk sont supérieurs à 0, donc ils ne sont pas nuls. Donc je mets un même dénominateur et je trouve 1 sur 1 plus Xn. Question 5, un égale 1 sur xn plus 1 moins 1 sur xn est égal à 1 sur 1 plus xn. Et bien comme xn tend vers 0, ça tend vers 1 sur 1 plus 0 égale 1. Question 6, Vn est égal à 1 sur n, somme des uk de 1 à n. Et les un convergent vers 1, donc on sait déjà que, donc on peut dire que Vn va converger vers 1 d'après ce qu'on a étudié avant. Mais c'est pas ça qu'on va nous demander. Vn est égal à 1 sur n, donc somme des uk, donc je remplace uk par 1 sur xk plus 1 moins 1 sur xk. Donc pour k égale 1, ça fait 1 sur x2 moins 1 sur x1, plus etc. Et je termine par plus 1 sur xn plus 1 moins 1 sur xn. Il va rester que 1 sur xn plus 1 moins 1 sur x1, c'est-à-dire 1 sur xn plus 1 moins 1, alors multiplié par 1 sur n, bien sûr. Hein. Et donc ça fait 1 sur n xn plus 1 moins 1 sur n. Donc 1 sur n xn plus 1 est égal, ça c'était Vn, donc je fais donc 1 sur n xn plus 1, ça fait Vn plus 1 sur Vn. Donc et Vn ça tend vers 1 et 1 sur et n tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0 plus 1 égale 1. Donc la limite de ça est égale à 1. Donc la limite quand je remplace n par n moins 1 de 1 sur xn moins 1, de 1 sur n moins 1 sur xn va être égal à 1. Alors, je m'intéresse moi à 1 sur... Bon, là je pouvais en déduire que xn était équivalent à 1 sur n moins 1, qui lui-même est équivalent à 1 sur n. J'ai fait autrement, j'ai dit 1 sur n xn est égal à 1 sur n moins 1 xn multiplié par n moins 1 pour supprimer ça sur n. Hein. Et donc ça tend vers 1 fois, et ça tend évidemment vers 1. Donc j'en déduis que 1 sur xn est équivalent à xn, et donc xn est équivalent à 1 sur n au voisinage de plus l'infini. 3.1, xn converge vers L appartenant à L, R. Donc la limite de xn est égale à L, limite de xn plus 1, bah, ça va être aussi L. Limite de la différence, ça fera L moins L égale 0, donc elle converge vers 0. 2a, limite de xn plus 1 moins xn est égal à L, j'appelle yn ça, et je considère le Vn qui est associé à la suite yn. Donc Vn moins 1, ça va être 1 sur n moins 1, somme de 1 à n moins 1 des yk. Donc les yk, ben, y1 c'est x2 moins x1, plus y2 c'est x3 moins x2, et le dernier yn moins 1 c'est xn moins xn moins 1. Et donc là, il va rester xn moins x1 sur n moins 1 pour n supérieur ou égal à 2. Et on sait que limite de Vn est égale à limite de yn est égale à L. D'accord? Donc la limite de xn sur n moins 1 moins x1 sur n moins 1 est égale à L. Parce que la limite de Vn-1, c'est pareil que la limite de Vn. Donc ça va faire L. Or ça c'est une constante, divisé par n-1 qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc la limite de xn sur n-1 est égale à L.
xn sur n, ben, je n'ai plus qu'à dire que c'est xn sur n-1 fois n-1 sur n qui tend vers 1. Et donc, comme ça tend vers L, ben, limite de xn sur n est égale à L. 2b, L différent de 0, pose epsilon n égale xn sur n moins L qui tend vers 0. Xn est donc égal à, je vais passer de l'autre côté, n facteur de L plus epsilon n. Ça tend vers L, d'accord, qui n'est pas égal à 0. Et ça tend vers plus infini. Ben, si L est positif, ça tend vers plus infini. Si L est négatif, ça tend vers moins infini. 2c, L égale 0, limite de xn sur n est égale à 0, bah on prend xn égale somme de 1 sur n des somme de 1 à n des 1 sur k, xn plus 1 moins xn est donc égal à 1 sur n plus 1 qui tend vers 0, mais on sait que cette suite-là est divergente, suite harmonique, donc la réponse c'est non, xn n'est pas toujours convergent. Question C1, un égale moins 1 puissance n, Vn est égal... Alors Vn c'est facile en fait à calculer, je vais m'embêter avec une récurrence, mais c'est moins... ça fait moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, donc ça va donner moins 1 ou 0. Hein. Donc montrons, alors on peut le faire par récurrence, que Vn égale moins 1 sur n si n impair, et Vn égale 0 si n pair, j'appelle ça Pn la propriété, donc elle est vraie à l'ordre 1, parce que 1 est impair, et ça me fait ça, à l'ordre 2, parce que 2 est pair, et ça me fait ça. Supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n, Vn plus 1 est égal à 1 sur n plus 1, somme de 1 à n plus 1 des uk. Donc ça fait 1 sur n plus 1, somme de 1 à n des uk, plus un plus 1 sur n plus 1. Et ça, je peux l'écrire je peux l'écrire n sur n plus 1 fois 1 sur n, hein, ce truc-là. Et 1 sur n, ce truc-là, c'est Vn. Donc je peux l'écrire comme ça. Alors, si n est pair, ben, Vn vaut 0. Et donc, je vais me retrouver avec ça, qui vaut moins 1 puissance n plus 1 égale moins 1. Et donc, Vn plus 1 va être égal à moins 1 sur n plus 1. Et donc, ça correspond bien à la propriété vraie à l'ordre n plus 1, moins 1 sur n plus 1. Maintenant, si n est impair, bah, si n est impair, Vn est égal à moins 1 sur n. Donc, ça va me faire n sur n plus 1 fois moins 1 sur n. Ça va me faire moins 1 sur n plus 1, plus, alors, comme n est impair, un plus 1 est égal à moins 1 puissance n plus 1, ça va faire 1, plus 1 sur n plus 1, ça fait 0. Et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Et donc par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Si n est impair, Vn est égal à moins 1 sur n tend vers 0. Et si n est pair, Vn est égal à 0 tend vers 0. Donc la suite, Vn converge vers 0. Question 2, la réciproque est fausse, parce que si on prend un égale moins 1 puissance n, qui a deux valeurs d'adhérence distinctes, hein, moins 1 et 1, donc qui est divergente, la suite Vn, par contre, est convergente, comme on l'a vu précédemment, alors que la suite un est divergente. Donc la réciproque est fausse. 2, 1, si alpha est égal à 0 modulo pi, ça veut dire que alpha égale kpi, et donc un égale sinus n alpha égale sinus n kpi, donc est égal à 0. Donc un est une suite constante égale à 0, donc converge vers 0, et donc Vn converge aussi vers 0. N égale cosinus n alpha, un plus 2 moins un égale sinus n plus 2 alpha moins sinus alpha. J'applique cette formule-là, donc ça plus ça fait 2n plus 2 divisé par 2, ça fait n plus 1 alpha. Ça moins ça fait 2 alpha divisé par 2, ça fait alpha. Donc j'obtiens ça. Et maintenant, quand je fais l'addition, j'applique cette formule-là. Et donc, de la même façon, ça me fait 2 sinus n plus 1 alpha cosinus alpha. Donc 2 un plus 1 cosinus alpha. Parce qu'ici, je reconnais cn plus 1 et ici un plus 1. La 3, pour alpha différent de kpi, j'ai sinus alpha qui est différent de 0. Et je suppose que un converge vers L. Cn plus 1 égale un plus 2 moins un sur 2 sinus alpha. Ça tend vers L, ça tend vers L. Ça, c'est fixe, c'est différent de 0. Donc, ça tend vers 0. Donc, la limite de Cn plus 1 est égale à 0. Donc, la limite de Cn est égale à 0. Un plus 2 plus un égale 2 un plus 1
cosinus alpha, donc quand n tend vers plus l'infini, L plus L égale 2L cosinus alpha. Donc 2L facteur de 1 moins cosinus alpha égale 0, mais comme alpha est différent de 4pi, ça c'est différent de 0, donc L va être égal à 0. Conclusion, limite de UN égale limite de Cn égale 0. 3b. Eh bien, comme on a toujours cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1, que ça tend vers 0 et que ça tend vers 0, ça voudrait dire que 0 plus 0 égale 1, ce qui est faux. Donc on a mal supposé, donc la suite UN est en fait divergente. 3c, Vn égale 1 sur n somme des UK de 1 à n, égale 1 sur n somme de 1 à n des sinus k alpha, égale 1 sur n somme des parties imaginaires de ik alpha, égale 1 sur n des parties imaginaires de somme de 1 à n des exponentielles ik alpha. Donc là, il faut bien voir que l'exponentielle i alpha, parce que je vais avoir une suite géométrique, est différente de 0 parce que alpha est différent de 4pi. Donc je vais pouvoir écrire que ça, c'est la somme de 0 à n moins exponentielle 0, c'est-à-dire moins 1. Et donc, j'applique la formule des suites géométriques parce que exponentielle i alpha est différent de 1. Et donc, ça me fait ça. Et donc, maintenant, si je prends le module de ça va être inférieur ou égal au module de ça plus module de ça sur le module de ça. Alors ça, c'est égal, c'est quoi? C'est cosinus alpha plus i sinus alpha moins 1. Donc, son module, c'est cosinus alpha moins 1 au carré plus sinus carré alpha. Alors, le module est lui aussi, il est différent de 0, hein, puisque ça, c'est différent de 0. D'accord? Donc ça, c'est inférieur ou égal à 2. Et puis, ça, bah, je peux développer, mais c'est pas utile. Ça fait cosinus carré alpha plus sinus carré alpha qui fait 1, plus 1, 2, moins 2 cosinus alpha. D'accord? Et je suis sûr, de toute façon, que c'est différent de 0. Ça se voit d'ailleurs, hein, cosinus alpha est différent de 1. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, module de Vn est inférieur ou égal à 2 sur ça, parce que je divise cette somme par n. Et ça tombe à 2 sur n, ça tend vers 0, ça c'est fixe. Donc, limite de Vn en plus infini égale 0. Grand 3, Un croissante, Vn convergente vers L appartenant à R. Peu de question 1. Somme de n plus 1, 2n des UK égale Un plus 1 jusqu'à U2n. N termes tous supérieurs ou égaux à Un plus 1 car Un croissant. Donc la somme de n plus 1 à 2n des UK est supérieure ou égale à n Un plus 1. Question 2, 2V2n moins Vn, ben c'est 2 sur 2n, c'est 2 fois 1 sur 2n, somme des 1 à 2n des UK, moins 1 sur n, somme de 1 à n des UK. Ça fait 1 sur n, somme de 1 à 2n, donc 1 sur n, somme de 1 à n, plus 1 sur n, somme de n plus 1 à 2n, moins 1 sur n, somme de 1 à n, ça se supprime, il reste 1 sur n, somme de n plus 1 à 2n des UK, et ça on a vu que c'est supérieur ou égal, la somme est supérieure ou égale à n Un plus 1, donc on va diviser par n, ça va être supérieur ou égal à Un plus 1, donc Un plus 1 est inférieur ou égal à 2V2n moins Vn. On arrive à la fin du problème. La limite en plus infini de 2Vn moins Vn est égale à 2L moins L égale L. Donc, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique que 2L moins L est entre L moins epsilon, donc epsilon j'ai pris 1 et L plus epsilon. Pour n supérieur ou égal à n, bah, UN va être inférieur ou égal à L plus 1. Hein, ça c'est ce qui est écrit ici. Et si n est inférieur ou égal à n, eh bien UN est inférieur à U grand N, et U grand N ici est inférieur ou égal à U plus 1. D'accord? Parce que la suite, on a ça parce que la suite UN est croissante. On a donc toujours UN inférieur ou égal à L plus 1, quel que soit n appartenant à n. La suite UN est donc croissante, et on vient de voir qu'elle est majorée par L plus 1, donc elle est convergente de limite L'. Donc, puisqu'elle est convergente, la suite UN, ben, on sait que la suite Vn est convergente, mais ça on le savait déjà. Les deux limites L' aussi, mais seulement la suite Vn elle a pour limite L, donc L' est égal à L. Donc la suite UN converge vers L. Voilà. Enfin, question 4, ben, dans nos hypothèses, c'est la suite UN est croissante. Ben, on vient de démontrer que si Vn est convergente, alors UN est convergente, et on savait déjà que si UN est convergente, alors Vn est convergée, qu'elles ont même la même limite. Conclusion, si la suite UN est croissante, alors
la suite de n converge si et seulement si la suite un converge, et on sait que dans ce cas, les deux suites ont la même limite.